Bonsoir, nous sommes avec vous pour notre 40e webinaire et ce soir, j'ai le plaisir de partager ce webinaire avec Julien Terran, qui est d'abord un ami, aussi il était collaborateur, aussi chercheur associé au CAREP et actuellement il enseigne en sciences politiques et il va bientôt, j'espère pour lui, partir aussi enseigner à l'université de Kaslik, à Sciences Po Kaslik à Beyrouth. Julien, il a une thèse en philosophie. Il est intéressé par la philosophie politique, bien entendu. Il a écrit beaucoup de papiers sur le Moyen-Orient et les conflits. Ce soir, il va nous parler de, bien entendu, le titre, c'est La stratégie russe en Syrie, mais à partir d'un ouvrage très intéressant que j'invite notre public à le voir de près sur Poutine, la stratégie du désordre. Ça vient de sortir. C'est coécrit par Julien Terran et Isabelle Mandreau. Ce soir, on ne va pas parler de l'ensemble du livre, on va se focaliser sur le volet syrien et moyen-oriental dans la stratégie russe extérieure. Julien, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci, merci à toi, cher Salam. Merci au CAREP pour cette invitation. Merci à Isabelle aussi d'avoir coparticipé à organiser ça. Effectivement, on va partager comme on a dit, Salam, partager cette conférence en trois parties. Donc, une partie, je vais présenter quelques observations, puis on en discutera avec Salam, puis in fine avec des questions. Je vous propose de partager un petit peu mon écran. J'ai fait un petit document de présentation assez succinct, mais qui, je crois, explique bien la situation actuelle. Je vous montre ça. Voilà. Donc, comme Salam l'indiquait, cette présentation provient d'un ouvrage qu'on a fait avec Isabelle Mandreau, donc, qui est co-directrice du service, chef adjoint pardon, du service international du Monde, et dans lequel, en fait, on a beaucoup discuté. Moi, dans mes jeunes années, j'avais plutôt travaillé sur le côté est de l'Europe, et puis ensuite, effectivement, je suis parti au Moyen-Orient, et puis depuis, je travaille beaucoup sur cette question-là. Et bien sûr, travaillant sur la Syrie, notamment avec Salam, la question russe, comme on peut dire poliment, s'est posée assez naturellement, et donc ça a été une des dynamiques de l'ouvrage dont parlait Salam. Euh, je vais commencer par vous parler de la Syrie pour comprendre un petit peu comment la Syrie est la porte d'entrée du retour en puissance de la Russie au Moyen-Orient. L'URSS a été une puissance très importante du Moyen-Orient, et la Russie en reprend les mêmes fondations, quasiment même avec les mêmes pays, on va le voir, mais s'inscrit vraiment dans une dynamique syrienne pour revenir en force. Et puis on va voir dans un deuxième temps l'aspect régional, et voir comment la Russie est en train de d'étendre son influence sur l'ensemble du Moyen-Orient dans différents domaines. Donc, pourquoi la Syrie? Eh bien, la Syrie, comme la Libye, en fait, étaient deux pays qui étaient extrêmement importants pour Moscou au temps de l'Union soviétique, avec comment dire, des entrelacs, avec des sursauts. Vous savez peut-être que surtout la Syrie a eu comment dire, des développements politiques assez chahuteux, et dans lesquels Moscou a essayé de jouer bon an, mal an, sachant que les communistes et les baasistes, par exemple, cette idéologie de la famille Assad, ont quand même c'était des rapports assez compliqués. Donc, je ne vais pas introduire la chose sur l'histoire, mais je vais plutôt parler de ce qu'ils ont achevé en Syrie. En fait, je suis assez convaincu que lorsque les révolutions arabes interviennent en 2011, tous les connaisseurs de la Syrie considèrent que ça ne peut guère arriver en Syrie.
pour de multiples raisons, mais la Syrie est quadrillée par un système multiple de contrôle de la société, par 4 services de renseignement, la police, l'armée, le parti et un système d'indicateurs qui, comment dire, des locaux eux-mêmes est considéré comme le plus étendu du monde arabe. Et pourtant, on peut dire que les indicateurs n'étaient pas ce qui manquait dans les autocraties arabes. Et pourtant, donc, la Syrie est extrêmement quadrillée à ce moment-là. Et tous les gens qui connaissent bien la Syrie considèrent que ça ne peut pas arriver. Alors moi, sans vouloir établir le contraire, je ne voyais pas de raison pour laquelle ça ne pouvait pas arriver, puisqu'il y avait des causes communes et des causes spécifiques à la Syrie. Et c'est pas Salam qui me contredira, mais au début des années 2000, avec le printemps de Damas, il y avait déjà des dynamiques très claires de démocratisation, de libéralisation de la société syrienne, et puis aussi 40 ans quand même de répression avec un règne d'une famille, un règne dur, sans parler de l'état d'urgence. Enfin bon, je veux dire, il y avait quand même des arguments tout à fait francs. Alors je suis convaincu que Moscou, à ce moment-là, est convaincu, comme les connaisseurs de la Syrie, que ça ne peut pas arriver en Syrie. Que ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, ne peut pas arriver, ce qui se passe en Libye ne peut pas arriver en Syrie, parce que précisément, la Syrie est un pays extrêmement, comment dire, quasiment confit par ce système de surveillance. Or, ça va arriver. Ça va arriver selon 2 axes, hein. Il y a un axe qui est un axe qu'on pourrait qualifier de libéral, c'est-à-dire de progressiste assez, comment dire, citadin, quoi, de personnes qui ont envie depuis longtemps, des intellectuels, des gens qui réfléchissent ces questions depuis longtemps, qui poussent un petit peu, mais enfin, ça ne suffirait pas sans les événements de Deraa, bien sûr, hein, dans le sud, avec la répression d'enfants qui vont donc taguer sur un mur Docteur bientôt viendra à ton tour. Et puis alors là, ça va déclencher tout un tas de manifestations, d'événements et de répression immédiate. Alors, dans cette répression immédiate, on a beaucoup glosé de savoir si la Russie était déjà présente à ce moment-là en termes de conseil de Damas. Et il est certain que Moscou et Damas sont extrêmement alignés dès le début dans leur réponse sur ce qu'on appelle les printemps arabes. Moscou connaît bien ce phénomène de démocratisation, puisque déjà dans le pourtour de la Russie, il y avait ce phénomène des révolutions de couleur, disait-on à l'époque, hein, en Géorgie, en Ukraine, en Asie centrale également, et que la Russie va arrêter un peu plus tard en Ukraine. Mais quand ça arrive en Syrie, je crois que Moscou ne sait pas quoi faire. Et le Kremlin, on s'en a aperçu avec Isabelle en travaillant sur différentes situations, prend en fait souvent un certain temps de réflexion pour savoir la manière dont il va réagir. Ça arrivait un peu partout, ça arrivait en Syrie, en Ukraine, au Nagorno-Karabakh, ça arrivait un petit peu partout, et c'est le cas en Syrie. Alors, il y a une espèce de réflexe automatique, hein, très guerre froide, de dire immédiatement non, non, on est contre, c'est l'influence américaine, voilà, c'est de la déstabilisation. Donc, il y a ce phénomène-là. Mais en fait, très rapidement, je crois que Vladimir Poutine va décider de faire un pari. Et le pari, c'est de dire, eh bien, on ne va pas lâcher. Il faut savoir que la Russie, à ce moment-là, n'a comme allié que l'Iran, qui est sous sanctions américaines, qui n'a pas une influence comme elle l'est aujourd'hui. C'est assez compliqué, même en Irak, hein, l'influence n'est pas extrêmement revenue de l'Iran. Et donc, la Russie est assez esselée aux côtés du régime syrien. Le régime syrien se voit non seulement opposer des manifestations monstres dans la rue, mais aussi la Ligue arabe, la Turquie, les pays du Golfe, l'Europe, les États-Unis et bientôt l'Assemblée générale de l'ONU. Alors autant dire que bon, c'est quand même un pari assez audacieux de se dire non, non, on va résister et Bachar al-Assad ne tombera pas. Donc on considère parfois Vladimir Poutine comme étant un grand stratège. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Il a ses succès et ses défaites comme d'autres stratèges, mais en l'occurrence, je pense que ce pari-là, il aura, c'est une de ces 2 grandes victoires au Moyen-Orient, c'est le pari initial et puis le deal de 2013 qui proposera à Barack Obama, donc comme on sait, hein, qui va accepter, qui va croire les Russes et le régime de Damas sur le fait qu'ils pourraient démanteler leur arsenal d'armes chimiques. Donc Vladimir Poutine prend ce pari et regardons un petit peu les gains qu'il va y avoir. Une de ses seules armes à ce moment-là, il n'y a pas d'intervention militaire russe en Syrie encore. Donc une des seules armes qu'il va avoir, c'est l'arme diplomatique. L'arme diplomatique typique de la Russie, c'est le Conseil de sécurité. Ça va devenir
quelque chose de quasiment automatique pendant 10 ans et ça va même s'étendre à la fois dans la coopération avec la Chine. La Chine soutiendra les vétos russes à peu près à 80% sur la Syrie, sur toutes les condamnations des droits de l'homme et ce genre de choses. Hein. On bâtit en Syrie aussi ce qu'on appelle avec Isabelle un axe autoritaire international. Hein. On bâtit cet international autoritaire entre la Russie et la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une politique de veto, j'allais dire systématique, en fait, elle est, pour être tout à fait exact, elle est quasi systématique. À une ou deux occasions, la Russie acceptera de laisser passer des résolutions une fois qu'il y aura eu un effort considérable de travail entre diplomates pour diluer ce qu'il y a dans la résolution, et une fois qu'elle passera, de toute façon, elle ne sera pas appliquée sur le terrain par les Syriens. Donc vous voyez que même au moment où on se dit bon, on va enfin y arriver, eh bien en réalité, la chose n'est pas appliquée sur le terrain. Donc le Conseil de sécurité, c'est la première arme de la Russie et elle va progresser. Elle va comprendre que ça, elle peut le faire automatiquement et que les Occidentaux n'ont absolument aucune possibilité de dépasser ça. En droit international, on a développé un petit peu des doctrines, hein, ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, par exemple, des choses qui conditionneraient la souveraineté de l'État au respect de la population, ce qui dans ce cas-là ne serait pas le cas, mais ça reste à l'état de doctrine et ça n'est pas appliqué du tout par l'ONU. Donc la Russie a compris qu'il y a une possibilité de blocage automatique et ce sera appliqué ensuite par la Russie et la Chine très dernièrement sur la question, par exemple, de la Birmanie, du Myanmar. Donc, on voit qu'on construit à ce moment-là une politique qui va s'inscrire de droit international, qui va s'inscrire vraiment dans le siècle. L'autre question, c'est celle de l'Assemblée générale de l'ONU. Il va y avoir une grande résolution au début de l'affaire syrienne de l'Assemblée générale de l'ONU, donc qui ne va pas se substituer au Conseil, parce que les résolutions de l'Assemblée générale, elles ne sont pas obligatoires comme celles du Conseil de sécurité. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les pays vont considérer qu'il faut quand même parler de la situation en Syrie et la condamner. Et il va y avoir une grande résolution de l'Assemblée générale qui va être un des moments où l'ONU va être le plus unie. Tous les pays du monde vont se retrouver et parler de cette situation et quasiment à 1 contre 10 vont voter pour la condamnation du régime syrien dans la répression de son peuple. Les pays qui vont voter contre, alors à part la Russie, on va avoir le Nicaragua, l'Iran ou des pays qui ne sont pas nécessairement connus, la Corée du Nord me semble-t-il de mémoire, qui ne sont pas nécessairement connus pour leur grand respect de la démocratie ou des droits de l'homme. Et ils sont très peu. Ils sont très peu. Mais c'est là où le pari de Vladimir Poutine ne s'applique pas que à la Syrie, mais s'applique aussi au monde entier. Il a décidé de modifier l'ordre international et la Syrie, ça va être le coup d'arrêt. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé cette conférence la guerre du siècle. Sur ce, l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir. La résolution ne va pas mettre aucune conséquence sur le terrain. Alors le secrétaire général de l'ONU va essayer de mettre en place des négociations, un cycle de négociations ad hoc. Alors on va avoir 3 grands diplomates qui vont s'y essayer. Il y aura Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Il va avoir Lakhdar Brahimi, l'Algérien. Et puis ensuite, Staffan de Mistura, un diplomate italo-suédois, et aucun n'arrivera à rien. En fait, ce cycle de négociations qu'on appelle les négociations de Genève et qui vont aussi avoir des cycles à Lausanne, voire à Munich, vont être parfaitement bloqués également, alors de concert ce coup-ci, entre la Russie et le régime de Damas. Ils ne voudront même pas entrer dans la même salle que des opposants. Et il faudra faire un système de navette et la moindre négociation ne sera pas permise. Il ne sera pas permis d'avancer sur la question de réforme politique. C'est le deuxième atout de la Russie, c'est de ne jamais laisser la moindre once de terrain à ses adversaires. Ils ne bougeront jamais de leur position jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas avancé d'un seul iota envers les révolutionnaires démocrates, envers l'Occident, envers l'ONU. Il n'y a eu absolument aucune volonté d'autoriser la moindre réforme politique démocratique en Syrie. Mais Vladimir Poutine va comprendre qu'il peut aller encore plus loin, notamment après ce deal de 2013 sur l'arsenal chimique. Je pense, et j'en ai parlé avec beaucoup de diplomates et de militaires et de responsables politiques, également avec le président Hollande, et tout ce qui ressort de ça, c'est que, en fait, Vladimir Poutine va être étonné de l'absence de réponse
des Occidentaux face à la situation, notamment en 2013. Et il va plonger dedans. Ou pour paraphraser l'ambassadeur Michel Duclos, que je crois, Salam, tu connais également, pour paraphraser Michel Duclos, euh, il y a des attaques chimiques contre la population, on bombarde la population, et la réponse qu'apportent les Occidentaux, c'est de faire de la déconfliction, c'est-à-dire réduire vraiment toute forme de joute stratégique internationale. Et ça, comme le dit ce cher Michel, eh bien, ça va être vu comme un miracle stratégique quasiment, hein. Et ils vont s'engouffrer dans la brèche et ils vont aller beaucoup plus loin. Alors, ça veut dire quoi plus loin? Eh bien, d'abord, ils vont mettre en place un cycle de négociation qu'on va appeler d'Astana, puis de Sochi éventuellement. Ça se passe dans les deux villes. Et ce cycle de négociation va avoir deux chances du point de vue du Kremlin. Le premier, c'est qu'ils vont réussir pas complètement à retourner la Turquie, mais à permettre à la Turquie vraiment d'aller dans un sens plutôt de la négociation avec les puissances iraniennes et russes, plutôt que dans une légitimité de l'ONU. Et ça nous ouvre la porte à un deuxième élément qui va encore marquer le siècle pour longtemps, puisque c'est exactement ce qui va se passer dans le Nagorno-Karabakh ces derniers mois, c'est-à-dire qu'il va y avoir une entente régionale entre des puissances régionales qui vont absolument pas demander aux populations locales la manière dont elles voudraient être gouvernées, se gouverner, et c'est des puissances régionales qui vont s'entendre, des puissances régionales qui ne sont pas des régimes totalitaires, mais qui sont des régimes autoritaires, et qui vont se réunir et dire, eh bien, on va faire ça un petit peu comme on pouvait faire en Europe il y a quelques centaines d'années. Et ça, c'est un gain fondamental qui va bien au-delà de la Syrie. Alors, ça ira jusqu'à cette création de la Troïka qui pourrait être mobilisée, et la politique, on y vient, de la Russie vis-à-vis de la Turquie va permettre aussi de nourrir cet affrontement à l'égard de l'Occident que le Kremlin établit. Ça, c'était le plan diplomatique. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une offensive diplomatique au travers de la Syrie qui dépasse complètement cette situation. Le deuxième enseignement, il est militaire. Et là, les Russes vont faire preuve d'une certaine maestria militaire, si je puis dire, du point de vue russe, bien sûr. Premier élément, celui de la stratégie. La stratégie, c'est la grande décision, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, ils vont faire l'exact inverse de ce qu'avaient fait les Américains en Irak. Les Américains en Irak ont déployé une armée colossale, ils ont démantelé l'État, ils ont renvoyé l'armée et se retrouvé avec une situation absolument catastrophique qu'ils ne maîtrisaient pas, et avec des dizaines de milliers d'hommes exposés à une guérilla et au terrorisme. De ce point de vue-là, les Russes vont avoir retenu la leçon et vont déployer vraiment des petits contingents. Alors, bien sûr, Salam, tu pourrais me dire que ces petits contingents, c'est d'autant plus facile que la Révolution n'est pas dotée d'armes lourdes, de blindés, de forces aériennes. Donc, ce n'est pas une vraie guerre, et qu'il n'est pas bien dur, effectivement, de mettre des avions pas forcément les plus modernes pour bombarder des positions de guérilla au sol. Ce n'est pas bien dangereux, surtout qu'ils n'ont pas de manpad pour descendre les avions. Donc, de ce point de vue-là, quand même, ils vont s'adapter à la guérilla, et ils vont réussir à mettre en œuvre quelque chose qui va limiter les pertes russes tout de même. Vladimir Poutine se souvient peut-être de l'exemple afghan à ce moment-là. En Afghanistan, les pertes soviétiques avaient été considérables et avaient joué beaucoup sur le moral de la population soviétique. Officiellement, c'était une mission humanitaire en Afghanistan. Et enfin, les mères soviétiques voyaient voir revenir leurs fils dans des cercueils ou amputés, ce qui ne correspondait pas vraiment à la doxa officielle. Vladimir Poutine le sait et ne fait pas cette erreur en Syrie. Et puis, il va développer ses capacités. Il y a eu une guerre en 2008 entre la Russie et la Géorgie, et en l'occurrence, l'armée russe, bon, a fait un certain nombre de démonstrations, mais enfin, elle revenait un peu des années 90 et de la Tchétchénie, pas dans un état absolument fantastique. Et entre 2008 et l'intervention de 2015 en Syrie, l'armée russe va se réformer, et elle va trouver de nouveaux armements, trouver de nouveaux entraînements, et dans tout ça, ces capacités-là vont être plus efficaces sur le terrain. La Russie, par exemple, va former une police militaire qui va pouvoir se déployer dans des zones tampons en Syrie, notamment là où il pourrait y avoir des frictions avec les Turcs, où il pourrait y avoir des frictions avec les Occidentaux, ou les Kurdes. Eh bien, ça, par exemple, c'est un nouvel élément des capacités russes qui est assez efficace. Et puis, la Russie va faire tourner ses troupes. Ils vont faire tourner des dizaines de milliers de soldats russes en Syrie, et ça, c'est fondamental dans les conflits, c'est-à-dire qu'ils vont se battre.
Et se battre dans un conflit, c'est beaucoup l'expérience de la guerre. Entre ceux qui ne savent pas faire la guerre et ceux qui savent faire la guerre, il y a une grande différence. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aguerrissement, et Vladimir Poutine l'a compris, il va le faire. La Russie va déployer un nombre considérable de tactiques. Ils vont faire descendre une flotte du nord de l'Europe au travers de la Manche pour impressionner un petit peu les Britanniques et les Français, pour dire, regardez, on peut faire venir notre flotte pile entre les deux pays, et ils vont contourner, ils vont passer à Gibraltar, et puis ils vont en faire venir une autre, de mer Noire. Ça a été 2 armadas, comme on disait, armadas relativement impressionnantes, hein. Les bâtiments sont souvent assez anciens, le porte-avions était dans un état pas bien glorieux, donc c'est pas extrêmement impressionnant, mais vous voyez qu'ils essayent de montrer quand même leur puissance, notamment à l'Europe. En Europe du Nord, mais également par la mer Noire, et bien sûr, ça joue à ce moment-là sur la question de Crimée et sur la Turquie. Et puis, ils vont travailler avec des groupes armés sur place. Là-dessus, ils sont un peu en retard au début par rapport aux Iraniens, hein. C'est le grand truc des Iraniens, les groupes armés sur le terrain. Ils vont mobiliser des Irakiens, des Afghans, des Pakistanais, le Hezbollah libanais, ils vont mobiliser beaucoup de groupes. Mais les Russes, ils sont un peu en retard au début. Ils travaillent surtout avec eux-mêmes, et puis ils vont vite le comprendre, et puis ils vont commencer à travailler avec certains groupes, notamment ce qu'on appelle les Tiger Forces, par exemple, qui sont liés au renseignement syrien. Et en fait, ce qui les intéresse, c'est qu'en travaillant avec cette espèce de milieu entre groupes armés, renseignement, armée, politique, ils vont réussir à identifier des hommes qui leur servent aujourd'hui dans ce qu'on appelle la réforme du secteur de sécurité syrien pour placer leurs hommes au sein de l'État syrien. Et ça, si vous voulez, quoi qu'il arrive de Bachar al-Assad, qui est devenu un label maintenant de toutes ces forces pro-régime, étrangères ou locales, qui ont son label, eh bien, quoi qu'il arrive, qu'ils veuillent partir, qu'ils veuillent rester ou quoi, eh bien, les Russes sont en situation de maîtrise sur le terrain. Et puis, ils vont aussi développer leur base. On disait souvent qu'ils avaient une base navale en Syrie, c'était faux. Ils avaient le droit d'utiliser la base de Tartous, mais ils n'avaient pas de base navale. Et maintenant, ils ont une base navale, effectivement, et ils ont aussi une base aérienne sur le terrain. Donc, vous voyez la Syrie va servir de spot moyen-oriental qui va permettre derrière de déployer les troupes. Et puis enfin, ça a été une démonstration d'armement. Le régime russe lui-même s'est targué d'avoir utilisé près de 200 nouveaux armements en Syrie. Alors ça va du test, ils ont lancé par exemple des missiles balistiques de la mer Caspienne à partir de bateaux, de bâtiments militaires, au-dessus de tout le Moyen-Orient, qui sont allés en Syrie. Donc vous voyez qu'on a testé tout un tas d'armements sur place pour une espèce de vitrine pour les ventes d'armes qui sert par exemple dans des réunions, dans les réunions entre la Russie et l'Afrique par exemple. Ces armes-là ont été prouvées efficaces en Syrie. Donc ça c'est un argument de vente d'une certaine manière. Et puis le troisième volet sur lequel je voudrais revenir, c'est le volet politique. Parce que dans tout ça, ça n'est pas qu'une offensive diplomatique et une offensive militaire, ce qu'on pourrait dire stratégique. Il y a la question aussi de l'idée politique. Le Kremlin a voulu envoyer un message en Syrie comme il en envoyait en Ukraine pour les révolutions de couleur. C'était de dire stop. La théorie des dominos, des régimes qui s'effondrent pour établir des régimes démocratiques, c'est terminé. Et on va créer un trauma suffisamment important avec la moitié de la population syrienne qui va partir de chez soi, soit déplacés internes, soit réfugiés, avec quasiment, enfin, je crois de mémoire que c'est à peu près 900 milliards de dollars le coût des destructions dans le pays, avec le maintien d'un despote qui est condamné par l'ONU pour torture, pour condamné verbalement, bien sûr, pas par la justice pénale internationale, même si quelques affaires commencent à fleurir. Mais le message, c'est de dire, eh bien, si la Russie veut que cet homme-là reste, ce que du point de vue de Moscou on appelle la stabilité, eh bien il restera. Et même si l'organisation régionale est contre, les Nations Unies sont contre, les pays riverains sont contre, l'Europe est contre, les États-Unis sont contre, eh bien la Russie, le soutien de la Russie seul suffit à ce que on puisse maintenir un autocrate. Et ça, c'est un message politique. C'est un message politique en termes de droits de l'homme, de droit international humanitaire, qui sont des éléments. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu un bombardement, par exemple, sur un convoi du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge en Syrie, ce qui est une chose qui, normalement, n'arrive pas. Pour rappel, hein, le CICR vient du premier droit international humanitaire au 19e siècle, après la bataille de Solferino. Alors, vous imaginez que c'est quand même un acquis qu'à 150 ans, on n'est pas censé bombarder la Croix-Rouge
Croix-Rouge. La Croix-Rouge a été bombardée en Syrie. Il y a eu des sièges de civils. Il y a eu des bombardements d'hôpitaux, d'écoles, de marchés, des choses qui sont quand même tout à fait proscrites par le droit international humanitaire, ce qu'on appelle le droit dans la guerre. Et puis en termes de migration. Alors les migrations du point de vue occidental, c'est vu comme à la fois négatif pour les populations locales et puis négatif pour les pays qui recevraient de la population. Alors je vous indique tout de suite que 90 à 95% de la population réfugiée syrienne est dans les pays alentours de la Syrie et pas du tout en Europe. Donc la notion de crise migratoire est tout à fait à relativiser de ce point de vue-là en Europe, n'est-ce pas? Mais non seulement ce point de vue-là, mais du point de vue de Moscou. Si on comprend ce que dit le régime de Damas, ça n'a aucune importance de faire partir la population parce qu'à la fin, il ne restera que ceux qui devront rester en soutien à Bachar al-Assad. Deuxièmement, cette population-là qui va partir, elle va être punie, soit de s'être rebellée, soit même d'avoir été un endroit où on se rebellait. Ça, c'est un symbole aussi. Et puis, un autre symbole, cette population-là va partir et elle va nourrir le populisme, le sentiment anti-migratoire aux États-Unis et en Europe. Or, qui sont les populistes anti-migration en Europe et aux États-Unis? Eh bien, Donald Trump ou des personnalités d'extrême droite et d'ailleurs aussi parfois d'extrême gauche en Europe qui sont contre ces migrations-là et qui sont souvent des alliés objectifs ou directs de Moscou. Donc, nous, ce qu'on voit, si vous voulez, d'un point de vue humain, et d'un point de vue même de la part de beaucoup de gouvernants, même centristes en Europe, comme quelque chose, une externalité négative du conflit syrien, c'est-à-dire la migration, du point de vue de Moscou, c'est un double atout. On expulse ceux qui sont contre le régime allié, et puis en plus, on nourrit les partis, les mouvements populistes à l'étranger, et notamment en Allemagne, par exemple, on s'est nourri de ce sentiment-là en montant, par exemple, des affaires en épingle, des fausses affaires en épingle contre les réfugiés, ce qui, bien sûr, a nourri les mouvements qu'on connaît, Pegida ou l'AfD. Enfin, dans tout ça, le message politique, c'est quand même de nourrir cette narration strictement politique du fait que la démocratie ne marche pas, que la démocratie, c'est le chaos. On n'a pas essayé la démocratie en Syrie. La situation de chaos en Syrie provient du maintien de l'autocratie, pas du tout de la tentative démocratique. En réalité, il y a cette narration qu'on retrouve dans plusieurs pays autocratiques. C'est le terrorisme ou l'autocratie. La démocratie ne marche pas, elle ne fait que le jeu du terrorisme. Et d'ailleurs, les terroristes disent la démocratie ne marche pas. En vérité, c'est une forme d'autocratie. Donc, on se renvoie la balle de chaque côté en disant, en fait, il y a une irréalité de la démocratie. Donc, vous avez le choix. Soit c'est nous, un ordre dur, autocratique, soit alors c'est un ordre dur, théocratique. Et vous avez le choix entre les deux. Et ça, Moscou se nourrit de ça profondément dans le conflit syrien. Alors, Salam, permets-moi quand même de lancer ce petit tableau qui va peut-être servir de base à notre discussion. Je me suis amusé pour cette conférence à faire un petit tableau de la relation entre la Russie et les différents pays du Moyen-Orient. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça parce que c'est un petit peu dense, mais je vais vous donner quelques éléments. Vous trouverez sur la gauche quelques petits éléments donc de savoir si c'est un pays allié de la Russie, un pays compétiteur de la Russie dans la région, un acteur incontournable dans la région, un alignement sur les États-Unis, sur l'Iran ou l'Arabie saoudite, s'il y a des rivalités avec la Russie, et les États-Unis, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, Israël, et puis un certain nombre de variables, vente d'armes, implication politique de la Russie, présence militaire, tout un tas de choses. Bon, alors ce que je vais vous dire, c'est déjà qu'en faisant ce tableau, je me suis quand même aperçu qu'il y avait 4 groupes de pays. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler le principal axe stratégique de la Russie au Moyen-Orient. On peut considérer qu'il y a la Syrie et la Libye, donc les deux grands anciens post-soviétiques, j'ai envie de dire, mais aussi l'Iran. Alors l'Iran, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont quand même aussi en compétition, en Syrie notamment, pour le contrôle du régime syrien. La Turquie, alors c'est pareil, du point de vue de la comparaison, de l'analogie entre les régimes politiques, bon, il y a des appétences, il y a une collaboration qui marche assez bien, au point qu'ils aient vendu des armes. Les Turcs ont préféré les missiles russes que les avions américains. Donc il y a un vrai rapprochement avec la Turquie, mais aussi c'est quand même un compétiteur.
L'Égypte, depuis la restauration avec la présidence Al-Sisi, il y a une vraie, comment dire, un vrai alignement stratégique, politique, on pourrait dire, avec les Émirats arabes unis également, notamment en Libye, en soutien du maréchal Haftar. Il y a deux pays où c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est une coopération obligatoire, mais la rivalité avec les États-Unis ne permet pas une alliance plus élaborée. C'est donc ce que vous voyez par KSA, c'est pour Kingdom of Saudi Arabia, c'est le sigle anglais pour dire l'Arabie Saoudite, c'était plus court. Donc il peut y avoir un alignement stratégique. Bon, la question du pétrole, c'est un peu compliqué entre les deux pays, mais c'est quand même envisageable, notamment sur le plan politique. On se souviendra de cette poignée de main triomphante juste après le démembrement du journaliste Ramal Khashoggi, euh, 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 du Saoudien. Vladimir Poutine, revoyant Mohamed bin Salman, lui fait un grand salut. Bon, on peut imaginer qu'il y a des convergences politiques. Avec Israël, de la même manière, c'est un partenaire obligé. Ils ont eu une entente avant l'intervention militaire en Syrie, les Russes et les Israéliens. Bien sûr, ils ne pouvaient pas intervenir en Syrie sans en parler aux Israéliens avant, qui d'ailleurs vont taper régulièrement contre le Hezbollah ou les forces iraniennes dans le pays. Donc il fallait faire une entente. Et puis de la même manière, Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine n'ont pas forcément comment dire, une haine politique l'un de l'autre. Ils peuvent s'entendre, mais encore une fois, c'est l'alignement avec les États-Unis qui change. Un troisième groupe de pays, c'est ce que j'appelle les coopérations avancées potentielles. Et là, la Russie essaye de pousser un peu parfois. Par exemple, sur la question palestinienne, ça reste un des fers de lance de la diplomatie russe, la présence dans le quartet sur la résolution du conflit israélo-palestinien. La Jordanie, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont également quand même un peu à la fois indépendants et à la fois quand même assez alliés aux États-Unis. Mais sur des pays comme, en ce qui concerne des pays comme Oman, par exemple, qui a une diplomatie multivectorielle dans la région, ou le Koweït, ou le Qatar ou Bahreïn, qui certes est allié à l'Arabie Saoudite, mais enfin, pourquoi pas. On s'aperçoit, on le voit même visuellement dans le tableau, qu'il y a beaucoup de choses à construire en réalité. L'espace relativement blanc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à construire. Et puis, il y a des situations incertaines en Irak, au Liban, au Soudan, au Yémen, des conflits larvés ou extrêmement durs, où la Russie essaye un petit peu de pousser sur la question irakienne. Ils ont un petit peu essayé à un moment dans l'indépendance du Kurdistan, sur les conférences d'investissement. En ce qui concerne le Liban, il y a peu de temps, des députés du Hezbollah étaient à Moscou et le chef de la diplomatie russe, M. Lavrov, parlait de stabilité. Donc surtout, ne changeons pas ce régime qui est favorable au Hezbollah. Et d'ailleurs, Saad Hariri est attendu, je crois, demain à Moscou. C'est le Premier ministre désigné a priori. Au Soudan, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un gouvernement de transition, moitié armée, moitié société civile. Mais la Russie est également, avec la Chine, un soutien du régime soudanais traditionnellement. Et au Yémen, ils essayent de voir un petit peu ce qu'ils pourraient faire, notamment avec les pays de la région. Enfin, ça reste une situation un peu incertaine. Et puis le dernier point, cher Salam, de cette petite présentation, ce sera ces espaces grisés que vous voyez à l'intérieur du tableau. Et ça, c'est un petit peu ce qui ressort un petit peu en filigrane de la stratégie russe au Moyen-Orient. Et alors, le premier élément que je vous donnerai, c'est sur la ligne alignement sur les États-Unis. Vous voyez, donc Turquie, Égypte, Émirats, Arabie Saoudite, Israël, vous voyez que cette ligne est grisée. Et en fait, vous vous apercevez qu'il y a une grande offensive russe au Moyen-Orient envers les pays qui sont alliés des États-Unis. Pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, mais le Kremlin est toujours obsédé sur cette rivalité avec l'Occident, alors même que, bon, on pourrait considérer que la Chine est un danger plus grand pour la Russie, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment cette offensive envers les pays qui sont tournés vers les États-Unis, donc la Turquie, Égypte, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite et Israël, pour, je ne vais pas dire les retourner, mais s'allier avec eux et se substituer aux États-Unis comme le patron de la région. Un autre élément, c'est dans la première case Syrie, et vous voyez que le pays qui est le plus aligné sur Moscou, c'est celui qui a le plus de rivalité avec les autres pays, et c'est aussi celui qui est en situation de conflit le plus avancé, conflit interne, et la Libye également. Et vous percevrez qu'en fait, c'est une chose qui est assez connue, mais en face, on a une démonstration que la Russie est extrêmement à l'aise dans les situations conflictuelles et réussit bien à mener son jeu.
Un autre élément, c'est la question pétrolière. Vous apercevez que, mis à part la Turquie, mais enfin, je l'ai quand même grisé parce qu'il y a la question gazière avec la Turquie qui est très importante, hein, plutôt sur la question de la mer Noire et de la Caspienne. Mais enfin, vous apercevez que la question énergétique est un élément fondamental des pays les plus alignés avec Moscou. Et on peut dire d'ailleurs que c'est aussi le partenariat obligé avec l'Arabie Saoudite. J'aurais quasiment pu continuer ça. Donc, vous voyez que c'est important. Et puis, fondamentalement, deux choses qui sont aussi très importantes et qui ne sont pas forcément indiquées, c'est la présence de la compatibilité politique. L'autocratie au Moyen-Orient, malheureusement, à la peau dure, et ça, c'est un élément qui est important pour Moscou. On voit aussi une stratégie africaine de la Russie en ce moment. Et ça, ce soutien à l'autocratie, eh bien, ça fait partie d'une stratégie de plus long terme, de plus grande ampleur. Enfin, dernier élément, les coopérations potentielles, comme vous le voyez à la dernière ligne, sont encore très nombreuses avec l'ensemble quasiment des pays de la région. Et j'ai essayé d'être assez schématique, parfois j'ai mis un petit peu de précision comme vous le voyez dans le tableau, mais ces coopérations potentielles, parfois je ne l'ai pas indiqué, mais souvent il y a des discussions sur certains points, sur la vente d'un armement, sur un soutien diplomatique, sur une coopération militaire avancée. C'est des choses qui sont en discussion aujourd'hui. Donc oui, à cette question, cher Salam, je réponds que non seulement la Syrie est vraiment la guerre du siècle pour la Russie, au-delà même de la région, mais que ça passe notamment par la refondation, la transformation du Moyen-Orient. Et je te remercie de ta patience. Merci beaucoup, Julien. Avant d'ouvrir les questions au public, à notre cher public, j'aimerais bien te demander ta lecture de la dernière rencontre qui a eu lieu récemment à Doha entre le Qatar, la Russie et la Turquie en ce qui concerne la Syrie. Est-ce que tu penses que les Russes cherchent à avoir, à un petit peu arabiser plus leur dossier syrien pour pouvoir éventuellement inviter des pays riches à participer à la reconstruction? Parce que, comme tu sais bien, la Russie n'a pas du tout les moyens de reconstruire la Syrie. L'Europe hésite encore, même s'il y a des pays qui ont déjà entamé des conversations assez avancées avec la Syrie, notamment les pays de l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de la Russie de pousser Assad, je ne dirais pas à la sortie, mais à faire des concessions pour trouver une solution médiane, ou tu penses qu'ils ne sont pas du tout pressés pour? Eh bien, je répondrai à cette question. J'aime bien deux choses dans ce que tu dis. C'est le mot arabisé déjà. Il est clair que la politique russe s'appuie d'une part sur l'Iran dans la région, qui est un pays perse. Bon, il y a des Arabes à l'intérieur, mais c'est essentiellement perse. Et puis sur la Turquie, donc, qui n'est pas arabe non plus. Or, c'est un problème pour la Syrie, qui est quand même un des grands pays arabes de la région, n'est-ce pas? En plus, le régime syrien est certes arabe, mais alawite. Donc, il n'y a pas cette, comment dire, ce lien sunnite, arabo-sunnite, disons, dans le pays. Donc, ils ont du mal à retrouver du soutien. Or, comme tu le sais très bien, Salam, il y a des zones où le régime a du mal à maîtriser la situation, hein, notamment dans le sud. Or, ils ont besoin de cette influence-là. La Turquie et le Qatar, c'est pas pour rien. Comme tu le dis, ils ont un potentiel d'investissement. Les rapports économiques, j'ai jeté un œil également sur ce point dans la région de la Russie, le plus important sont avec la Turquie. Donc, on pourrait imaginer, si tu veux, un espèce de transvasement des investissements économiques russo-turcs en Syrie. Le Qatar, bon, subit la crise actuelle comme tout le monde, mais pourrait aussi fournir des fonds pour investir en Syrie. Puisque, bien sûr, ni l'Iran ni la Russie sont absolument capables de financer la reconstruction de la Syrie. D'ailleurs, ouvertement, hein, Vladimir Poutine avait rencontré avec le président Erdogan, le président Macron et la chancelière Merkel à Istanbul pour leur demander d'investir, ce que les Européens avaient répondu, oui, oui, bien sûr, organisez
organiser des élections libres, démocratiques, et puis on investira pour la reconstruction assez sincèrement, et bien sûr, ce que Vladimir Poutine avait pas du tout voulu. Donc, on peut comprendre qu'ils sont en recherche de nouvelles solutions, de solutions alternatives, et de ce point de vue-là, effectivement, le choix de la Turquie et le choix du Qatar sont assez intéressants parce qu'ils ont des voilures parallèles, ils sont en demande de nouvelles alliances, de transformation dans la région. La Turquie, on se souvient, hein, ils avaient voulu avoir une diplomatie avec que des amis dans la région. Finalement, ça s'était plutôt transformé en l'inverse, c'est-à-dire que des ennemis dans la région. Et puis maintenant, ils essayent de rebâtir un peu des liens. Et puis le Qatar, depuis le divorce compliqué, et puis bon, quasiment un divorce du divorce, on va dire presque, depuis avec l'Arabie Saoudite, ils ont quand même montré qu'ils pouvaient survivre seuls. Donc cette comment dire, diplomatie à multiples variables est possible pour eux aussi. Donc oui, je crois que la Russie, stratégiquement, a intérêt de trouver de nouvelles voies. C'en est une. Je crains qu'elle ne soit pas suffisante pour reconstruire et stabiliser une Russie sous le joug des Assad. Et à savoir que dans le Golfe, l'Arabie saoudite et les Émirats sont beaucoup plus intéressés par renouer avec Damas que le Qatar, parce que le Qatar continue à avoir une position assez hostile au régime de Damas. Et peut-être, moi je pensais peut-être cette prise de contact, c'est une voie diplomatique plutôt qu'une recherche économique pour la Russie, c'est-à-dire pour pouvoir trouver une solution avec l'aide du Qatar, qui a une influence certaine, comme la Turquie, sur une partie de l'opposition syrienne, et pour peut-être trouver un gouvernement d'union nationale, comme ça a été dit à Genève. Mais bon, le processus de négociation, même celui sur la Constitution, piétine et en plus avec la pandémie, les choses ont pris beaucoup de retard. Mais Oui, si tu me permets, effectivement, tu as tout à fait raison, mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre, c'est économique et diplomatique. De manière diplomatique, le grand échec d'Astana Sochi, cette grand-messe russo-iranienne et turque pour une réconciliation syrienne, n'a jamais fonctionné pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment donné la parole à l'opposition. Ils n'ont jamais vraiment ouvert la possibilité de réforme dans le pays. Donc la seule fois où on attendait vraiment une vingtaine sur 2000 participants, une vingtaine d'opposants à Sochi, ils ont boycotté. Donc il y avait 20 sièges vides dans la salle sur 2000 et puis voilà. Bon, je veux dire, donc ils s'aperçoivent bien que sans vraiment en étant comment dire parfaitement irascibles sur cette question-là, ils ne peuvent pas. Donc tu as parfaitement raison, le Qatar et la Turquie sont des pays qui ont une influence sur l'opposition et ils s'aperçoivent bien que s'ils veulent une vraie réconciliation, eh ben, à ce moment-là, il va falloir réidentifier des canaux de communication avec l'opposition pour les attirer. La Russie, jusqu'à maintenant, n'a pas attiré l'opposition, elle l'a dissoute. Elle a inventé le groupe de Moscou, puis ce qu'on appelait l'opposition tolérée, puis il y a eu le groupe du Caire. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui diluaient l'opposition réelle, en fait, les oppositions, j'ai envie de dire, hein, parce que la démocratie, c'est quand même le pluralisme politique, donc il y a plusieurs formes d'alternatives politiques naturellement. Et bon, ils ont toujours refusé ça en la remplaçant par des formes d'opposition tolérée, dont l'expression elle-même m'a toujours plus ou moins amusé, parce qu'une opposition n'a pas à être tolérée ou pas tolérée, quoi. Une opposition est opposition par nature. Donc, bon, oui, la recherche de cette opposition-là souligne toute l'impasse diplomatique de l'absence de solution en Syrie. Ils ont réussi à expulser les puissances du Golfe de Syrie, ils ont réussi à expulser les Européens d'abord, puis les Américains de Syrie, ils ont expulsé l'ONU, donc ils se retrouvent entre Russes, régime et Iraniens, et puis les milices qui viennent d'ailleurs, et les locales, mais ils n'ont pas de solution. Il n'y a pas de solution à la stabilité ni à la reconstruction. Donc oui, en termes diplomatiques comme en termes économiques, la recherche de nouvelles voies est nécessaire. Oui. est-ce que tu es d'accord avec l'analyse qui stipule que la Russie, euh, une des raisons de l'intervention aussi musclée en Syrie, c'est que la Russie craint deux phénomènes qui se développent dans la région. Je veux dire par cela la démocratie et l'islam politique.
La démocratie, c'est certain. La phobie du Kremlin, c'est le renversement démocratique avec une révolution pacifique, une révolution de velours par le peuple. Ça, c'est une chose. Par exemple, le Kremlin a mis en place il y a peu une garde nationale en Russie qui est autorisée à tirer sur la foule et qui est dirigée par l'ancien garde du corps de Vladimir Poutine. Donc bon, ça c'est clair. Et puis bon, je veux dire, la politique russe à l'égard de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, bon, et ou voire de certains pays d'Asie centrale, il est très clair que c'est un mouvement qui n'est pas toléré. Donc le fait que la démocratie soit vue comme un péril, pour la simple et bonne raison que la démocratie, juridiquement, politiquement et économiquement, est plus efficace que l'autocratie. Donc bien sûr, c'est un péril. Donc il faut détruire le péril avant que le péril ne se détruise quoi, en stratégie. Quoi, hein. Donc, bien sûr, on va d'abord attaquer la démocratie. Alors, entre islam politique, j'imagine que quand tu me parles de l'islam politique, tu me parles plutôt des frères musulmans plutôt que du djihadisme, bien sûr, salafiste, n'est-ce pas? Ou les deux, parce Les que deux, comme d'accord. ils ont un pourcentage important de musulmans, et parmi les djihadistes, tu en trouves des Russes Absolument. qui ont Il y a, été encouragés avec des passeports à partir en Syrie pour aller mourir là-bas et ne pas retourner. Alors, en Syrie, on a retrouvé des Tchétchènes des deux côtés. On a retrouvé des Tchétchènes dans l'État islamique et on a retrouvé des Tchétchènes côté Bachar al-Assad, avec des Spetsnaz notamment, hein, la police militaire dont je parlais tout à l'heure russe, intégrée notamment des Spetsnaz ciscaucasiens du nord, Tchétchénie, Daghestan. On a retrouvé des Tchétchènes, notamment à Alep, hein, il me semble, Oui, oui, tout à fait. tu me confirmes. Donc, de ce point de vue-là, euh, islam politique ou djihadisme? Eh bien, pour reprendre la dichotomie de Stéphane, euh, eh bien, je crois que ce qui fait peur de ce point de vue-là à Vladimir Poutine n'est pas tant la nature du régime. Rappelons-nous que Ramzan Kadyrov est un héros de l'islam politique caucasien aujourd'hui. C'est une réalité, voire parfois avec des bizarreries au regard de la constitution russe hein, en termes de religion. Je ne crois pas qu'il soit fondamentalement opposé à les formes de religion. D'ailleurs, Vladimir Poutine lui-même a remis l'orthodoxie dans la constitution. Enfin, voilà, il y a des développements quand même qui ne sont pas anti-religieux. Bon, quelle que soit la religion en Russie. En revanche, dans le fait que l'islam politique, au sens Irwana al-Muslimin, au sens des frères musulmans, comme au sens du djihadisme, correspondent à des alternatives à un régime autocratique quelconque, j'ai envie de dire. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est vu comme un problème. C'est-à-dire qu'il puisse exister des alternatives qui ne sont pas démocratiques nécessairement. Je veux dire, je parle du djihadisme salafiste, qui c'est pas une alternative démocratique, mais c'est aussi un péril parce que c'est quand même une alternative à l'autocratie. Et de ce point de vue-là, tu as tout à fait raison, il y a plusieurs milliers de ressortissants de post-soviétiques de Russie, du Caucase ou bien de l'Asie centrale qui sont partis en Syrie. Absolument, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, une des preuves du souci de Moscou du développement du djihadisme, alors pas en Syrie, hein, le président Hollande nous a confirmé pour l'ouvrage qui s'était concentré spécifiquement sur les zones les plus modérées en Syrie, leur bombardement, hein, et non sur les zones djihadistes. Donc, je veux dire, bon, ce phénomène-là peut nourrir à un endroit et puis peut faire craindre ailleurs. Mais en revanche, il y a eu des interventions russes à la frontière de l'Afghanistan. Parce que le grand problème pour les Russes, ce serait que l'État islamique qui se recherche maintenant d'autres terrains, enfin ils sont toujours présents naturellement en Syrie et en Irak, où ils ressurgissent d'ailleurs, mais c'est que s'ils se redéveloppent en Afghanistan, s'ils font une OPA, si tu veux, sur l'émirat islamique d'Afghanistan des talibans, eh bien c'est qu'après, les pays d'Asie centrale puissent tomber. Et l'Asie centrale, alors là, c'est très problématique pour les Russes. Quoi. Donc, effectivement, je crois qu'ils craignent l'alternative politique et puis la vraie infiltration du djihadisme auprès de leurs frontières. Quoi. De ce point de vue-là, les Chinois sont un petit peu pareils. Quoi. Et d'après vos enquêtes pour le livre, est-ce que vous avez
était intéressé par la question de la nouvelle administration à Washington, si il y aura un changement quelconque dans des pressions ou plutôt une action diplomatique de la part de l'administration Biden auprès de Moscou pour la Syrie? Alors, on parle effectivement de l'arrivée de Joe Biden à Washington et on explique hein, sa position par rapport à Vladimir Poutine. Et de longue date, Joe Biden est un grand réaliste hein, par rapport à Vladimir Poutine. D'ailleurs, ça a été confirmé ces jours-ci. Hein, et il a dit qu'il allait avoir des conséquences pour l'ingérence russe dans les élections démocratiques américaines. Et puis, quand le journaliste lui demande s'il considère que c'est un tueur, il répond oui. Enfin bon, il y a un grand réalisme de Joe Biden. Mais ça, c'est de manière un peu générale. Et sur la ligne syrienne, je pense que ni Blinken ni Biden ne sont vraiment encore vraiment extrêmement assis sur des décisions. Je pense qu'ils ont considéré quand même que la question était compliquée aujourd'hui, parce que je veux dire ce qu'on peut tout à fait établir, effectivement, que la situation est compliquée, mais je ne pense pas que des solutions soient parfaitement actées de ce point de vue-là, ni directement en Syrie, ni au travers de la Russie, si tu veux. Il paraît qu'ils n'ont même pas nommé des fonctionnaires pour prendre en charge le dossier syrien à Washington. Oui, et je crois que ça, de cette manière-là, Joe Biden est un peu l'héritier de Barack Obama de ce point de vue-là, et que l'absence de ligne stratégique claire, et notamment avec le fait de prendre conscience de l'importance de la démocratie aujourd'hui, non seulement comme régime politique, mais aussi de manière stratégique, que les démocraties ne s'effondrent pas. Parce que ce qu'on aperçoit quand même dans les relations internationales, c'est comment dire, le développement du populisme un peu partout dans le monde. Alors, de ce point de vue-là, pas directement sur la question syrienne, mais Joe Biden a quand même envoyé un signal assez positif, et Nicolas Tenzer d'ailleurs a publié une tribune dans The Conversation à ce point de vue-là, c'est l'idée d'une alliance des démocraties pardon, qui pourrait être vraiment quelque chose qui ne soit pas régionalisé, comme une organisation régionale par exemple, mais qui puisse vraiment regrouper les pays démocratiques. Alors évidemment, la question des alliés otaniens, par exemple, hein, comme la Hongrie ou la Turquie, se poserait, mais je crois que ce serait tout à fait pertinent de l'administration Biden de prendre conscience que la démocratie est un enjeu stratégique aujourd'hui et qu'il est temps, largement temps, surtout au regard de l'alignement russo-chinois, de raffermir les liens entre les démocraties. Et quand je parle des démocraties, je parle des démocraties vraiment qui, bon, il n'y a pas de régime parfait, mais enfin qui respectent les canons de l'état de droit et des droits de l'homme. Oui. Quand vous avez pu rencontrer François Hollande et aussi notre ami Michel Duclos, est-ce qu'il y a un changement, je veux dire négatif, on peut le constater dans la diplomatie française à l'égard de la Syrie, un peu de recul de l'administration de Macron concernant, tu te souviens quand il a dit mon ennemi c'est l'État islamique, Assad ça ne me concerne pas, c'est plutôt l'ennemi de son peuple. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'État islamique. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de la France ou de l'Europe, voire l'Europe, de jouer un rôle plus clair, plus ferme concernant la résolution du conflit syrien? Eh bien, je Auprès de crois que la Moscou, bien condition. entendu. Auprès de Moscou. Oui, oui, bien sûr. Alors, je crois que la conditionnalité mise par le couple franco-allemand à Istanbul sur la reconstruction est positive. Mais c'est notre dernière carte. C'est-à-dire de dire non, on ne paiera pas pour la destruction du pays et de sa population. On paiera uniquement si on revient à la question de départ, si vous organisez des élections libres. Et ça, je crois que c'est notre dernière carte et qu'il faut être assez ferme là-dessus. Il y a eu un changement, effectivement, Salam, mais je ne placerai pas le changement au moment de la transition entre le président Hollande et le président Macron. Pour moi, le changement, il est au sein de la présidence Hollande. Le changement, il est au moment de l'intervention en Irak d'abord, puis en Syrie ensuite, contre l'État islamique, et où, avec nos alliés sur le terrain, les groupes armés, avec lesquels, ce qu'on appelle nos proxys, si tu veux, eh bien, au moment où on leur demande d'arrêter de se battre contre le régime syrien, et de se battre uniquement contre l'État islamique. Et ce changement-là, il est fait au sein de la mandature Hollande, en réalité. Donc, effectivement, si tu veux, il y a eu un changement, mais il est un peu préalable. Et on n'est pas revenu hein, sur un discours extrêmement pro-démocratique, enfin sur le discours, oui, mais sur des pressions, notamment sur Moscou, non, pas que je sache, il n'y a pas de pression sur Moscou aujourd'hui pour démocratiser la Syrie, enfin pas de grande initiative, en tout cas du point de vue de la diplomatie française. Mais ça, on est plutôt dans la continuité avec la fin du mandat Hollande en réalité.
Très bien. Merci beaucoup, Julien. On va se tourner vers les questions de notre cher public. Et voilà, je vais lire les questions, même si tu peux les lire toi-même, mais pour que... Je te laisse oui, modérer si tu veux. Oui. Voilà. Comment on peut... Alors, c'est une question de Sami Ben Abdelrahman. Comment on peut comprendre la réconciliation turque, Qatar, Égypte, Émirats? Quel avenir pour les frères musulmans à la lumière de ces évolutions? C'est assez compliqué et ça rejoint un petit peu ta question tout à l'heure, Salam. C'est-à-dire que il y a une transformation actuelle. Il y a un réalignement assez autoritaire entre plusieurs pays, notamment entre l'Égypte et le maréchal Haftar, par exemple, avec les Émirats aussi qui sont relativement alignés. Et cet alignement, en fait, il est compliqué parce que plusieurs pays peuvent s'y rattacher ou pas. Par exemple, on pourrait considérer que la Turquie pourrait s'y rattacher, mais quand même, c'est un rival quand même de l'Arabie Saoudite, donc pas nécessairement. Donc, tous les pays de la région essayent de se repositionner un petit peu en ce moment dans une situation post-conflit syrien et irakien, et c'est pas évident. Et on voit donc de cette manière-là que même l'Arabie Saoudite donc a donné du mou à son divorce avec le Qatar. On voit que l'Égypte est d'accord pour remettre un peu en selle le régime syrien. Alors Israël finalement est intervenu souvent en Syrie, mais jamais contre le régime, mais toujours contre le Hezbollah, qui pourtant est allié au régime. Donc comme souvent au Moyen-Orient, Samir, eh bien en fait le serpent se mord la queue en fait au Moyen-Orient, c'est-à-dire que cette idée que l'ami de mon ami est mon ami n'est pas vrai, et l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi et mon ami n'est pas vrai non plus. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le pire, c'est que c'est mouvant. Donc chacun navigue un peu à vue en réalité. Quel avenir pour les frères musulmans? Eh bien, je crois fondamentalement assez compliqué en réalité. En Syrie, bon, à part retour effectivement de la Russie, si vraiment il y a une grande initiative, mais dont je doute un petit peu avec la Turquie et le Qatar, mais je crois qu'en Syrie, il n'y aura pas vraiment d'entente, de retour d'entente entre les frères musulmans et le régime. En Égypte, la situation est ce qu'on sait après les purges. En Jordanie, c'est assez compliqué, notamment au regard des derniers événements à Raman. Et puis en Libye, bon, la situation est aussi assez complexe dans une situation de conflit armé exacerbé. Donc, je ne vois pas les frères musulmans arriver au pouvoir dans aucun de ces pays-là, en tout cas. Très bien. Je rappelle notre cher public, ils peuvent poser leurs questions en bas. Il y a les questions-réponses et ne pas dans discussion, s'il vous plaît. Alors, une question de spectateur anonyme. Est-ce que l'opinion publique russe, bien qu'elle soit muselée, soutient majoritairement la politique de Poutine en Syrie? Nous assistons dernièrement à quelques mouvements citoyens, mères de soldats russes qui s'opposent à la guerre, etc. Quel est le poids de ces mouvements et peuvent-ils infléchir sur la position russe? Avant de te donner la parole, je pense que tu es au courant qu'il y a quelques jours, des organisations de défense des droits de l'homme russes viennent de publier pour la première fois un rapport sur les violations perpétuées par les soldats russes et les mercenaires de Wagner en Syrie. C'est une première dans 10 ans. Et ça montre aussi qu'il y a un mouvement interne. Absolument. Et alors, précisément, l'accusation de russophobie qu'on explique hein, cette partie théorique dans notre ouvrage avec Isabelle Mandreau, mais cette accusation de russophobie, dont d'ailleurs l'ambassade de Russie en France nous a gentiment affublé l'autre jour sur Twitter, eh bien, j'ai jamais compris pourquoi, en considérant l'avis d'un démocrate russe, on était plus russophobe que si on préférait l'autocrate russe. Enfin, la question n'est pas pour ou contre les Russes, la question c'est de savoir quelle est la nature de leur régime politique, ce qui n'a rien à voir avec la question de l'appétence pour les Heureusement, il ne Russes. vous a pas traité comme l'ambassadeur chinois a traité le chercheur français dans Oui, un tweet aussi. Il l'a Absolument, insulté. absolument. Tu as tout à fait raison. C'est compliqué de travailler dans ces conditions-là, mais bref, tout ça pour dire qu'il y a un mouvement interne en Russie. Il y a un mouvement interne qui n'est pas lié nécessairement à Navalny.
Je veux dire, les gens qui manifestent pour la démocratie en Russie ne sont pas forcément des fanatiques pro-Navalny, donc ils aiment ou pas Navalny. Enfin, ce n'est pas la question. Il y a des médias qui tentent de faire leur travail. Il y a des associations qui tentent de sortir des affaires sur l'environnement, sur la corruption, sur tout un tas de choses. Il y a des chercheurs qui tentent de faire leur travail aussi. Et tous ces gens-là sont empêchés à partir du moment où il y a le moindre élément critique qui vient à avoir une certaine publicité dans le pays. Donc effectivement, il y a ces éléments-là. Il y en a d'autres par Medusa hein, ou par des think tanks. On a travaillé notamment sur des think tanks russes qui donnent des éléments comme ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre à cette question, l'opinion publique russe, ce qui est assez intéressant, je vais vous donner deux éléments. Le premier, c'est la manière dont le régime communique sur l'intervention russe en Syrie. Il y a eu une exposition je cite, au parc patriotico-militaire Patriote. C'est le nom du parc. C'est un parc d'attractions militaires où on peut aller s'amuser sur des tanks, sur tous les tanks soviétiques. On peut aller, il y a de nombreux stands de tir, hein, donc on peut tirer sur des armes modernes ou anciennes. On repart éventuellement avec un drapeau russe avec la tête de Vladimir Poutine au milieu, ou des petits soldats. Enfin bon, tout un tas de choses très attrayantes. Et donc dans ce parc-là, il y a un espace d'exposition. Et l'exposition sur la Syrie, je ne donnerai pas le titre exact, mais se targue d'être une mission humanitaire qui éclaire le monde de sa volonté de paix en Syrie. Donc ça, c'est la manière dont le régime russe présente les opérations contre donc qui ont été reconnues, hein, contre notamment des populations civiles, ou alors les groupes les plus modérés en Syrie. Il y a certains moments, ils ont combattu aussi contre l'État islamique, mais vu que c'était beaucoup plus compliqué, à un moment, ils ont quand même envoyé plutôt les Wagner, notamment vers Palmyre, n'est-ce pas, Salam? Donc les Wagner, cette société de mercenaires privés, hein, donc qui ne sont pas vus comme des forces officielles avec des morts officielles. Donc ça, c'est la manière dont le régime communique. Et on a discuté avec Marc Galeotti, qui est un des plus éminents chercheurs sur la Russie aujourd'hui, un Britannique. Et Marc m'expliquait sur ce point de vue de la Russie en Syrie qu'en réalité, le pouvoir russe n'a pu que compter de manière extrêmement marginale sur le gain de popularité que pouvait lui conférer son intervention en Syrie. C'est-à-dire que si l'on accepte cette espèce de gloriole permanente, un petit peu cocardière, qu'on établit un petit peu tout le temps en Russie maintenant, si on accepte ça, sur les statistiques qui sont établies et dont parle Marc, les premiers éléments, comme absolument partout dans le monde, les gens sont soucieux en Russie de ce qui les concerne immédiatement. Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que j'ai des droits sociaux? Est-ce que j'ai une sécurité sociale? Est-ce que on va avoir des problèmes macroéconomiques? Enfin, des choses qui sont vraiment un petit peu qui concernent leur existence en réalité. Et la Syrie, disait Marc, arrive en queue de peloton. C'est-à-dire, oui, bon, d'accord, oui, on est glorieux en Syrie, d'accord, bon, puisque le régime le dit, puisqu'au bout d'un moment, quand même, l'intoxication médiatique arrive à maturation. Donc oui, ça joue un petit rôle, mais marginal par rapport aux soucis des Russes. Et très honnêtement, quand on regarde la réforme sur les retraites en Russie ou les questions de liberté fondamentale, franchement, ce qui se passe en Syrie, c'est un petit peu, je fais le lien avec la question précédente, hein, Salam, c'est un peu comme les opinions politiques populaires occidentales, hein, c'est-à-dire que la Syrie, finalement, cette intoxication propagandiste sur si vous continuez à soutenir les démocrates, vous n'aurez que des vagues de migrants et du terrorisme, finalement, ça a marqué les esprits et qu'effectivement, les populations européennes se désintéressent parfaitement de la situation en Syrie, malheureusement, aujourd'hui. Donc, les Russes, au bout d'un moment, bah, c'est pareil, ils s'intéressent un peu à leur existence. Et puis, bon, la guerre en Syrie, quoi qu'il se passe, c'est quelque chose. Et puis, ça a fait long feu maintenant. Hein, je veux dire, il n'y a plus vraiment de raison de glorifier, même fallacieusement, l'action de la Russie en Syrie, quoi. Donc oui, c'est un peu passé en plus. On a une question qui t'intéresse particulièrement parce que ça touche au Liban, ton cher deuxième pays, de Raymond Abi Tamer. Il demande comment la Russie par rapport à la Syrie va Entrer sûrement, oui. entrer la politique libanaise. Est-ce que Hezbollah va être le prolongement de la Russie au Liban? Alors ça, c'est une vraie question contemporaine. Je crois que
comme vous le voyez, comme vous l'avez vu dans le tableau que je vous indiquais, le Liban, ça fait partie des pays compliqués pour la Russie. C'est compliqué parce qu'il y a tout le monde au Liban. Il y a des pro-iraniens, il y a des pro-américains, il y a des pro-français, il y a vraiment tout le monde, des pro-saoudiens. Enfin bon, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas un terrain parfait, c'est-à-dire où personne, il n'y aurait pas vraiment d'attention internationale, il n'y aurait pas beaucoup de concurrents. C'est l'inverse. Il y a beaucoup d'attention internationale et il y a beaucoup de concurrents. Donc la Russie se cherche des alliés. Au Liban, elle a deux, trois options. Elle pourrait se rapprocher d'un autre acteur, l'Arabie Saoudite par exemple, et du camp Hariri. Elle pourrait se rapprocher du camp du président Aoun et de Gibran Bassil. Elle pourrait éventuellement travailler avec Paris, hein, d'ailleurs, à cette occasion-là, sur la question des réformes. Enfin bon, même si les réformes démocratiques, c'est pas vraiment le cheval blanc, le cheval de bataille de la Russie, mais et moi, ce que je pense, c'est qu'elle a deux options les plus crédibles. Et je sais pourquoi elle est en train d'en choisir une a priori. De recevoir le Hezbollah et de parler avec des députés du Hezbollah, c'est une position déjà en soi. On se souviendra que quand un journaliste avait révélé que le président Macron s'était entretenu avec des responsables du Hezbollah, ça avait mis l'Élysée un petit peu vraiment en furie, n'est-ce pas? Parce qu'il ne fallait pas apparaître avec le Hezbollah. C'est un jeu compliqué en Europe d'apparaître avec le Hezbollah, hein. En Europe, le Hezbollah est considéré non seulement comme un mouvement terroriste, la branche militaire, mais aussi par un certain nombre de pays, même la branche politique, hein. Donc, Paris est un peu le dernier Européen à parler encore avec le Hezbollah. Donc, ce n'est pas grave si ce n'est pas tout à fait visible dans les négociations, dans les tractations interlibanaises. Mais disons que de ce point de vue-là, ce qui va être compliqué pour les Russes, c'est de trouver un acteur. Et le Hezbollah remplit un certain nombre de conditions. Ils ont des armes, on les dit depuis quelques années, depuis 2006, depuis la guerre avec Israël, on les dit plus puissants que l'armée libanaise elle-même, de manière tout à fait crédible. C'est pas, Hein? pas très C'est difficile. pas très difficile. Tu as tout à fait raison. Et à chaque fois que quelqu'un donne quelque chose à l'armée libanaise, bon, c'est des véhicules légers ou ce genre de choses. C'est pas en général quelque chose de bien Ou en offensif. panne. Ou en panne. Oui, 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 voilà. Alors, le Hezbollah, c'est quand même la force armée avec laquelle on peut discuter. Bon, la dimension démocratique des armes du Hezbollah ne pose aucun problème à Moscou. Bon, c'est clair. La question non plus de savoir si la révolution qu'on appelle la Thawra va être réprimée, notamment par les nervis du Hezbollah, hein. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Place des Martyrs, n'est pas forcément un problème pour Moscou non plus, hein. Pour citer un chef d'État africain, l'argent c'est la Chine, mais les armes, les muscles c'est Moscou. Donc bon, ça c'est pas un problème spécialement pour Moscou non plus. Donc le Hezbollah est un potentiel partenaire, mais le Hezbollah pose un problème pour Moscou, c'est que c'est quand même non seulement le premier allié de l'Iran, mais même, on le dit aujourd'hui, quasiment aussi puissant dans toute la région que les Pasdaran, vous savez, ces gardiens de la révolution iraniens eux-mêmes. Le Hezbollah a pris une envergure avec la guerre en Syrie, dans laquelle elle a intervenu, mais elle est allée jusqu'à former ce qu'on appelle les Hashid al-Shaabi en Irak, c'est-à-dire les milices chiites pro-iraniennes en Irak, mais c'est le Hezbollah qui s'en occupe. Il y a eu en Syrie le Hezbollah, donc le mouvement libanais qui était là. Il y a eu aussi ce qu'on appelait le Hezbollah syrien, qui étaient des alliés du Hezbollah libanais locaux, puis un Hezbollah syrien autonome, puis ce qu'on appelait les forces de défense nationale, c'est-à-dire des milices calquées un peu sur ces modèles-là, enfin, mais plus des milices locales. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le Hezbollah a pris une aura dans la région considérable. Ce qui permet à Moscou de se dire on va jouer la carte du Hezb, parce que de manière générale, ils sont assez puissants pour être autonomes dans leurs décisions et pas demander à Téhéran. Mais fondamentalement, le Hezbollah, c'est quand même le parti le plus allié de l'Iran, qui a été monté au début des années 80 par des Pasdaran dans l'ABK, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Ils sont en compétition, l'Iran et la Russie, dans la région aussi. Ils sont alliés, mais ils sont en compétition. Donc, je crois que du point de vue strictement stratégique, ce n'est pas inintéressant pour Moscou de travailler avec le Hezbollah. Et de ce point de vue-là, donc ils reprennent ce qu'il disait déjà de Bachar al-Assad, la stabilité. Donc on ne veut pas d'alternance démocratique. La chose est de plus en plus claire maintenant du point de vue de Moscou. Apparemment, pour Moscou, donc la situation est tellement bonne à Beyrouth
comme vous savez, qui souffre d'une crise politique, économique, sociale, sanitaire, et puis même quasiment infrastructurelle. Aujourd'hui, la situation est suffisamment bonne pour que, à Moscou, on parle de stabilité, de nécessité de stabilité au Liban, hein, donc surtout pas de réforme ou de changement de pouvoir. Bon, alors pourquoi pas? L'autre possibilité qui est rarement évoquée et où Moscou joue pas du tout la carte autant que je sache, c'est la question communiste. Parce que les grands alliés quand même de Moscou pendant la guerre civile libanaise, c'était quand même plutôt ce qu'on appelait alors ça va te faire rire, Salam, je le sens, mais c'est ce qu'on appelait plutôt les islamo-gauchistes à l'époque. Mais les islamo-gauchistes à l'époque n'avaient rien à voir avec les débats français contemporains. Les islamo-gauchistes à l'époque, c'était juste l'alliance en fait des musulmans avec les communistes à l'époque, n'est-ce pas, au début de la guerre civile libanaise. Et de ce point de vue-là, il y avait un vrai front d'extrême gauche au Liban, alliés beaucoup pendant la guerre, pas que, mais enfin bon, c'est très compliqué, mais notamment avec les Palestiniens, n'est-ce pas, représentés par des mouvements palestiniens comme le FPLP. Et de ce point de vue-là, les Russes pourraient s'appuyer sur des mouvements d'extrême gauche, palestiniens ou non palestiniens, au travers des Syriens qui soutiennent le FPLP, commandement général, ou pas, mais parce qu'il y a une résurgence aujourd'hui. Je trouve, il y a quelques manifestations de l'extrême gauche libanaise qui montent en puissance, même au sein de la Thawra, de ce mouvement de contestation. Il y a l'extrême gauche qui revient au pouvoir. Et ça, je crois que Moscou, ça pourrait être une option stratégique, mais je pense que le mouvement est encore trop faible et je crois savoir la raison pour laquelle ça ne peut pas être une option, parce que le mouvement communiste reste fondamentalement aujourd'hui au Liban pour la réforme, pour une refonte du pouvoir. Et ça, à Moscou, c'est pas possible. Peut-être les communistes en tant qu'individus, mais le Parti communiste est complètement inféodé au régime syrien et à Hezbollah. Le secrétaire général du Parti communiste, c'est un employé, c'est un planton de Hezbollah. Il ne peut pas sortir de leur ligne dictée. Alors, Oui, la rue communiste, la rue communiste, absolument. effectivement. Une question de spectateur anonyme. Les courants populistes et certains mouvements politiques européens admirent l'autoritarisme de Poutine et sa personnalité et défendent un rapprochement avec Poutine pour la résolution de la question syrienne. Qu'en pensez-vous? Faut-il avoir une position ferme avec la Russie? Est-elle un acteur incontournable du dialogue? Personne n'a jamais voulu ne pas dialoguer avec Moscou. On a beaucoup entendu ça dans la campagne présidentielle de 2017. Il faut parler avec Moscou, il faut parler avec Moscou. La réalité, c'est que personne n'a jamais prôné de couper le dialogue ou les liens diplomatiques avec Moscou. La question n'est pas de parler avec Moscou, mais deux questions se posent. De quoi on parle et quelles sont nos lignes rouges, quelles sont nos exigences. On a discuté aussi avec, pour cet ouvrage avec Michael McFaul, qui est l'ancien conseiller de Barack Obama, et, sur la Russie, et qui a été ambassadeur aussi américain à Moscou. Et c'est l'artisan de ce qu'on appelle le reset, vous savez, cette politique de remise à zéro qu'avait eu Hillary Clinton à cette époque-là, signe de bonne volonté. On avait même poussé un bouton rouge avec Sergei Lavrov pour montrer qu'on remettait vraiment les choses à zéro. Enfin, une grande mise en scène qui n'avait donné absolument pas grand-chose. Et Michael McFaul, qui a été largement attaqué pour cette politique de reset depuis, a même écrit un ouvrage sur la question. Et il m'expliquait, quand je lui demandais si cette politique de reset, c'est-à-dire d'accepter toutes les avancées du Kremlin, quitte à ce que ça ne respecte pas les droits de l'homme, la démocratie, le droit international humanitaire, ses propres engagements, je pense au mémorandum de Budapest sur l'Ukraine par exemple. Enfin, quand cette Russie offensive transgresse, est-ce qu'on remet à zéro? Et il m'a dit, c'est-à-dire que nous, à Washington, avec Obama, on a fait un choix. Le choix, c'était de dire, on va dire d'accord, on va faire un reset si on veut établir un nouveau round de discussion économique. On veut l'assentiment russe pour la signature d'un accord sur le nucléaire iranien à l'époque, n'est-ce pas? On veut que les Russes poussent aussi éventuellement sur la question israélo-palestinienne. Enfin, il y avait tout un tas de questions. Et il me dit, et nous, on a eu ça. C'est-à-dire que on a discuté avec eux, on a négocié, on avait des objectifs très clairs et on les a remplis. Et il m'a dit, et vous les Européens, quels sont vos objectifs si vous voulez faire un reset? Quels sont vos objectifs? Vous voulez que la Crimée soit de nouveau ukrainienne?
Vous voulez que les troupes russes et leur soutien dans l'est de l'Ukraine se retirent? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une démocratisation de la Biélorussie? Quelles sont vos exigences? Et là, de ce point de vue-là, je crains qu'on n'ait pas la possibilité, n'est-ce pas? Sur la question syrienne, c'est pareil. Alors sur la question syrienne, au moins, on a été capable de dire, bah, on veut des élections. Bon, ça, c'était notre ligne rouge, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer en plus pour tout ce qui s'est passé, quoi. Enfin, je veux dire, bon, on s'est fait ridiculiser stratégiquement, on s'est fait évacuer de la scène syrienne. Bon, on ne va pas régler en plus l'addition, quoi. Enfin, bon, ça fait un peu beaucoup, quoi. Mais on a l'habitude parce qu'on faisait ça à Gaza à chaque fois, les Israéliens la détruisaient et Et on on a fait paye ça un autre ailleurs. pays. Ouais. On a fait ça ailleurs. Mais de ce point de vue-là, au moins sur la Syrie, on a une ligne qui n'est pas parfaite, comme tu le disais, hein. Il y a des pays en Europe qui, bon, qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la question du dialogue n'est pas une question, en fait. On parle. Tout le monde parle avec tout le monde. Je veux dire, Israël parle avec le Hamas. Je veux dire, les Américains parlent avec les Nord-Coréens. Enfin, il n'y a pas de problème. Il suffit de trouver un canal de communication et de discuter. Donc, ce n'est pas la question, quoi, de la discussion. La question est de savoir quelles sont nos valeurs, quels sont nos intérêts stratégiques et qu'est-ce qu'on est prêt à faire et à accepter pour les défendre. Et de ce point de vue-là, encore, je le rementionne, pour moi, la démocratie est une question fondamentale, y compris dans ce qu'on appelle le voisinage européen. C'est un peu eurocentré, mais dans ce qu'on appelle le voisinage européen, c'est-à-dire dans les pays d'Europe orientale et puis dans le pourtour méditerranéen. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de le préciser. L'Europe perdra forcément stratégiquement à la fin si on laisse une autocratie rampante partout dans son voisinage. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau. Je veux dire, en Hongrie, on est déjà dans des situations assez compliquées, n'est-ce pas? C'est théorique parce qu'on soutient Haftar, on soutient Sisi, on soutient Ça dépend qui. Ça dépend qui. Pas les Italiens, par exemple. pas les Italiens, oui, les Français. Et cette division-là que tu soulignes, cher Salam, est problématique, d'ailleurs. On est fort quand on est ensemble. Donc, la division et l'absence de vision collective posent vraiment un problème aux Européens. Mais pour répondre à la question plus précisément sur cette espèce d'affect pour Vladimir Poutine, il y a la question stratégique et puis il y a la question politique. Et c'est deux choses différentes, quoi. On peut travailler, je veux dire, on a travaillé avec Staline pendant la Seconde Guerre mondiale quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas un grand démocrate, Staline, quoi, hein. Donc, la question stratégique, c'était celle-là. La question politique, c'est la question de savoir ce qu'on est prêt à accepter parce qu'il y a des ingérences dans nos pays aussi. Et les personnes qui veulent vraiment travailler avec Vladimir Poutine, c'est des gens qui n'ont pas de problème avec la nature du régime de Vladimir Poutine. Soit parce qu'ils ne voient pas l'autocratie dans ce régime-là, parce qu'ils voient ce qu'on appelle dans notre ouvrage avec Isabelle un village Potemkin, hein, c'est-à-dire des panneaux hein, embellissant la réalité, soit alors c'est qu'ils le voient bien, mais que ça leur plaît bien. Cette image un peu de l'homme fort, de l'absence d'alternance, de l'autoritarisme, éventuellement de l'arbitraire, de l'usage de la force, de la dénégation des droits de l'homme, de l'état de droit, de la corruption, ça ne leur pose pas de problème. Donc, il faut différencier, je crois, la question stratégique et la question politique. Et souvent, dans ces aficionados qui pensent que vraiment, il faut travailler avec les Russes pour ça, alors stratégiquement, on peut travailler avec les Russes, mais parfois, on sent quand même, moi j'ai travaillé avec des gens quand même qui me disaient ce genre de choses hein, dans ma vie, dans ma carrière, dans les institutions et tout ça. Et souvent, on sent en fait qu'il y a une appétence pour ce type de régime-là, en fait, fondamentalement, quoi, oui. Alors, la dernière question, je pense qu'elle est plutôt adressée à moi, mais bon, on va essayer d'y répondre à deux. Au-delà de la reconstruction matérielle du pays, qu'en sera-t-il de celle de la société civile, d'après toi? Vas-y, je te laisse commencer, je verrai si. Bah, surtout, moi, je pense que la reconstruction matérielle, elle ne servira à rien parce que la société est complètement démantelée, les fissures sont profondes. Même si au début de la Révolution, il n'y avait pas ces fissures-là au sein de la société, mais 10 ans de guerre et de destruction massive et de bombardements aveugles, comme disait l'autre diplomate russe une fois, que Alep aura le sort de Grozny. Et il n'a pas menti parce qu'Alep, elle a été partiellement détruite comme Grozny.
Je crois que le travail le plus dur, c'est pas la reconstruction matérielle, comme c'est bien clair dans votre question, c'est Sylviane Deschamps, la question de Sylviane Deschamps. Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner le nom. La reconstruction sociétale et de la société civile. Bon, il faut dire juste qu'en Syrie, avant 2010, il n'y avait pas de société civile. Ça va étonner certains, mais la société civile n'existait pas. La société civile a été complètement anéantie dès l'arrivée du parti Baas, voire même avant, avec l'arrivée de l'Union avec l'Égypte en 1958. Alors vous imaginez tout ce que les Syriens arrivent à faire actuellement en point de vue de droits de l'homme, au point de vue des droits des femmes, au point de vue aide humanitaire, parce que c'est ces organisations syriennes qui travaillent dans le nord de la Syrie, encore hors pouvoir syrien. Ça a été, ils ont appris ça sur le tas. Ils n'ont pas une accumulation d'expertise, ils ont eu un soutien européen important. L'Europe, comme elle ne pouvait rien faire au niveau diplomatique, elle a beaucoup versé pour l'aide humanitaire et l'aide aussi pour la société civile. Et maintenant, la société civile qui s'est développée dans les pays d'exil, et dans les pays limitrophes, notamment dans la région d'Idlib, dans la région du nord, sud de la Turquie, nord du Liban et tout ça, c'est eux qui vont essayer de rebâtir éventuellement un jour, mais je ne suis pas très optimiste, une vraie société civile syrienne qui reconstruira, qui réconciliera pas les gens, mais qui essaiera de rebâtir une société plus cohérente, qui se parle, pas comme Bachar al-Assad a voulu faire quand il a annoncé que au moins la Syrie maintenant, il y a une société homogène. C'est une phrase qui nous rappelle la phrase de Hitler en 1933. Pour lui, l'homogénéité, ça veut dire tuer les opposants et envoyer à l'exil ceux qui restent en vie. On verra. Je me permets, cher Salam, d'ajouter trois choses en contrefort de ton propos. La première, c'est qu'un responsable des comités de coordination locaux, qui était une structure démocratique locale, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en Syrie au moment de la révolution, c'est-à-dire qui organisait la vie politique localement, démocratique, m'a dit un jour qu'il n'y avait plus de démocrates en Syrie parce qu'ils étaient morts, en prison en train d'être torturés ou en exil. Donc, dans une situation comme ça, reconstruire humainement le pays, c'est compliqué. Un deuxième élément, j'ai lu un rapport économique, je ne sais plus si c'est de la Banque mondiale ou de l'OCDE, je crois, qui émettait l'idée qu'il serait une des raisons pour laquelle la Syrie est aussi exsangue aujourd'hui économiquement, au-delà des destructions matérielles, c'est la destruction justement de la société. Alors pas en temps de la société civile comme tu l'indiques, hein, au sens sociologique, mais au sens de l'humain, quoi, des gens. Parce que précisément la force économique du pays, c'était les gens. C'était les gens qualifiés qui travaillaient et qui construisaient en fait matériellement le pays. Donc effectivement, l'absence de cette population ou le déplacement de cette population, hein, on se souviendra de tous les déplacés de Idlib encore, hein, aujourd'hui, eh bien, ça empêche, parce qu'une reconstruction, c'est pas juste pour reconstruire le matériel, il faut reconstruire aussi les rouages de la société, n'est-ce pas, les rouages sociaux et économiques. Or, sans la population, on ne peut rien faire. Et puis le troisième élément, c'est que j'ai travaillé avec les réfugiés quand même pendant quelques temps, et ça m'a quand même appris que les gens ont parfaitement conscience des périls qu'ils subissent et de leur propre intérêt. Et quand vous subsistez depuis 10 ans dans des camps sans existence légale, sans droits sociaux quasiment aucun, dans un des pays, bon, il y a des pays où ça se passe plus ou moins bien, et puis il y a des gens qui aident et tout ça, hein, bien sûr, autour de la Syrie, mais quand vous subsistez tout ça et que vous ne voulez toujours pas rentrer dans votre pays, que vous avez quitté, vous avez tout perdu, parfois des gens tout à fait riches ou éduqués, enfin, c'est pas la question, mais qui ont tout perdu, quand vous ne voulez pas rentrer, c'est qu'il y a un péril, quoi. Et ça, c'est très important de le dire, c'est-à-dire que la situation, c'est pas parce qu'il n'y a plus de guerre au sens haute intensité, j'aime pas très bien ce concept-là, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de haute intensité des conflits que la situation est réglée politiquement ou qu'elle est sûre pour les gens.
elle n'est absolument pas sûre, quoi. Et les gens ne veulent pas y retourner. Les réfugiés qui sont au Liban, en Jordanie, dans le camp de Zaatari ou dans le sud de la Turquie ne veulent pas y retourner. Et ils ont raison de ne pas vouloir y retourner parce qu'ils risquent. Et ça, je crois que c'est important de le dire parce que la société syrienne, elle est là, elle est décomposée, mais elle est aussi autour de la Syrie. Elle n'est pas que en Syrie. Ben, sur ce point un peu pessimiste, mais tout à fait réaliste, que je partage parfaitement, on termine notre soirée. Je te remercie très chaleureusement, cher Julien, pour cet Merci beaucoup, éclairage Salam. assez riche. Et je t'invite, ainsi que notre cher public, à suivre notre prochain webinaire qui aura lieu mardi prochain avec notre cher ami le Pierre-Jean Luzard, qui va nous parler de 5 États arabes en faillite, un retour de l'histoire avec point d'interrogation. Ça va être aussi mardi 20 avril à 18h30. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup, Julien. Merci, mon Merci. cher public. Et bien sûr, vous pouvez inviter vos proches qui n'ont pas suivi ce débat riche à le revisionner sur notre site. Il sera demain ou après-demain au plus tard sur YouTube et sur notre site. Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Bonsoir.